Salut à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui. On avait parlé un peu il y a quelques temps de Houston, il est temps de continuer ce petit tour des mini-vlogs. Je garde encore une fois le fait que je suis parti dans ces villes récemment avec 2-3 images pour dire que c'est un vlog, mais pas tout à fait, puisqu'on va plutôt retracer un peu l'histoire de ces villes. Et ensuite parler de sportifs ou de sports majeurs dans ces villes, ou en tout cas d'histoire de sport dans ces villes. Ces villes que j'ai pu visiter. On avait parlé de Houston, donc comme j'ai dit. Là, on va partir dans une ville qui est bien plus impactante en termes d'histoire des États-Unis, puisque je vais vous parler de Philadelphie. Qui dit Philadelphie dit notamment les pères fondateurs, dit la déclaration d'indépendance, amène beaucoup de choses, amène beaucoup de siècles d'histoire. C'est tout simplement l'histoire de la fondation américaine. Donc il va falloir vous accrocher parce que là cette vidéo risque d'être un peu plus longue que celle par exemple liée à Houston. Mais on va aller dans tout ce qui fait le sel et tout ce qui fait ce que Philly est aujourd'hui, à savoir son histoire et notamment l'histoire également de ses sportifs ou de ses sports. Donc on y va, vlog spécial Philly, c'est parti. Quand on veut commencer de parler histoire au niveau des États-Unis, on va forcément parler de l'État de l'Amérique et de l'Amérique du Nord avant en fait l'arrivée des colons, de ce que l'on appelle les colons. Donc pendant des milliers d'années, il y avait des différentes tribus, des tribus natives américaines, que l'on appelle également indiens, qui vivaient donc disséminés un peu partout en Amérique du Nord notamment. Pour ce vlog et donc pour parler de la région de Philadelphie, donc on va l'étendre un peu au New Jersey et voire au Delaware, il y avait une tribu qui s'appelait les Lénapés ou Lenni Lénapés. Lors des premiers contacts européens, notamment avec des explorateurs au XVIe siècle, ces Lénapés étaient divisés en clans. Ces clans avaient même des sous-clans et il faut savoir que dans la société Lénapé, tout se base sur l'aspect presque matriarcal, à savoir que lors d'un mariage par exemple, le couple allait s'installer du côté de la famille de la fille en fait, la famille de l'épouse, et le linéage s'établissait donc de manière matriarcale entre guillemets. Donc quand je dis le mot matriarcal, c'est pour dire que le linéage s'étendait par rapport et se reconnaissait par rapport à la famille maternelle, au côté maternel, tout simplement. Quand William Penn est arrivé donc dans la zone au début de l'ère coloniale, lors du XVIIe siècle, tout simplement, il y avait 3 clans principaux. Attends, tu fais du name dropping là parce que William Penn est très important. Oui, ne t'inquiète pas, dès que je finis ce petit chapitre sur les Lénapés pour pouvoir introduire un peu l'histoire, on va revenir sur ce fameux William Penn. Donc pour revenir sur cette arrivée de William Penn, à son arrivée, il y a donc 3 clans. A priori, il y en avait beaucoup plus, mais dû aux guerres, à la famine et autres événements entre le moment du premier contact européen et donc l'arrivée de William Penn environ un siècle et demi plus tard, ça s'est réduit à 3 clans. Donc le clan qui était appelé le clan des loups, le clan des tortues et le clan des dindes. Et donc comme je le dis un peu auparavant, ces clans étaient eux-mêmes divisés en sous-clans. On va pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'était pour ramener un peu de contexte. Donc il faut savoir qu'au moment où William Penn arrive, il y a donc ces Lénapés qui vivent en fait tout simplement dans la zone. Et on va donc pouvoir parler enfin de ce William Penn, puisqu'il est très important vis-à-vis de l'État de Pennsylvanie en général, et donc de la ville de Philadelphie. Déjà, je suppose que vous l'avez compris, si vous entendez Pennsylvanie, vous imaginez bien que William Penn a quelque chose à voir là-dedans. Il faut savoir qu'il est l'héritier d'une certaine partie de terres en fait, tout simplement. Ces terres ont été léguées par le roi Charles d'Angleterre. Et pourquoi ? Puisque ce dernier qui possédait donc pas mal de terres, ce qui est assez paradoxal quand on sait qu'ils sont arrivés sur des terres qui étaient déjà habitées, mais bon, c'est le jeu on va dire. Eh bien, il était redevable du père en fait de William Penn, Sir William Penn,
Vous le savez sans doute, l'Angleterre a vécu pendant une période au XVIIe siècle sous une période de république dictatoriale sous Cromwell, et donc Charles II, descendant de Charles I qui avait été exécuté, faisait partie des descendants royaux en exil, mais avec la mort de Cromwell, en fait, il y a eu en fait tout simplement une sorte de restauration, une restauration de la monarchie, après des petites, on va dire, guéguerres, pour vulgariser et aller vite sans rentrer dans le détail. Et donc avec la Restauration, Charles II a été donc nommé roi de l'Angleterre, de l'Écosse et de l'Irlande, et tout ça sous l'égide de certaines personnes qui l'ont aidé, et notamment donc ce fameux Sir William Penn. C'est pourquoi il lui était redevable, et c'est pourquoi William Penn a donc reçu une partie des terres que possédait donc le roi Charles II. Ces terres dont font partie bien sûr la Pennsylvanie, et dont il va être le fondateur. Maintenant, comme je l'ai remarqué juste avant, vous l'avez compris, je disais que c'est assez bizarre, assez paradoxal que des personnes, donc des colons, puissent obtenir ou avoir en leur possession des terres, sachant qu'il y avait déjà des habitants sur ces terres. Mais il faut le savoir quand même, William Penn va lui-même faire la démarche d'aller négocier ces terres, qui sont entre guillemets pourtant légalement les siennes, avec les Lénapés, et il va d'ailleurs très rapidement entreprendre des bonnes relations avec eux, apprendre leur langue, pouvoir aussi la communiquer pour que les colons puissent avoir des échanges commerciaux bien plus pacifiques avec ces donc natifs américains. Il fera d'ailleurs un traité d'amitié avec le chef lénapé de l'époque, donc Tammany, sous un fameux arbre connu à Chacamaxon. Bien sûr, ça ne s'appelle pas Jack Maxon maintenant. Il va donc créer, de par ce traité, ou à la suite de ce traité, une ville qui va se nommer, qu'il va nommer Philadelphia, qui veut dire en fait en grec brotherly love, donc en fait tout simplement l'amour fraternel. Tiens, une anecdote d'ailleurs, certains d'entre vous connaissent la marque Quaker Oats, pour, vous savez, quand vous mangez les fameux flocons d'avoine, avec cette figure assez ancienne dessinée à l'image sur les récipients, on va dire. Eh bien, il faut savoir que c'est inspiré notamment des Quakers dont William Penn faisait partie. Les Quakers étaient en fait des protestants qui croyaient en fait qu'ils faisaient partie de la religion, ou plutôt on va dire, pour traduire, la société des amis religieux, on pourrait dire, ou alors la société religieuse des amis, ça dépend comment on prend la traduction, mais tout simplement c'était une branche qui avait une vision très humaniste, très empathique de l'humanité, et très positive, et d'ailleurs c'est ce qui va guider William Penn à toujours chercher à comprendre les raisons des guerres, les raisons des paix, et à chercher le sens derrière tout ça, et donc à respecter notamment la tribu des Lénapés lorsqu'il va arriver donc sur leur terre à la fin du XVIIe siècle. On va avancer un peu dans le temps, sinon vous allez être là pendant des années sur cette vidéo, et je pense pas que ce soit le but, mais on va rentrer dans le XVIIIe siècle, puisque là le XVIIIe siècle va être très important, notamment sa seconde partie pour Philadelphie. On se retrouve donc là à l'époque coloniale, en plein dedans, avec les plus grandes puissances européennes qui ont des représentants coloniaux par, on va dire, secteur ou par région sur le continent nord-américain, et on va se retrouver notamment en Pennsylvanie avec donc cet aspect colonial, et Philadelphie qui va donc se retrouver à être une ville plutôt prospère, une ville aux aspects philosophiques. Et forcément, une figure va être représentative en fait de cette ville de Philadelphie, qui va donc passer d'une ville plutôt pauvre à donc cette ville plutôt prospère, avec des questions philosophiques à la clé, et un développement qui aura plutôt impressionné. Je parle bien évidemment de Benjamin Franklin. Alors ce monsieur, comme vous le savez, n'a pas chômé, c'était quelqu'un de très intelligent, très intellectuel d'ailleurs, puisqu'il a tour à tour été un scientifique, un inventeur, un diplomate également, voire un philosophe, notamment un philosophe politique. On le reconnaît notamment par rapport à ses travaux vis-à-vis de l'électricité, on le reconnaît par rapport au fait qu'il a notamment nommé le courant que l'on connaît avec le fameux Gulf Stream, ce fameux courant. Et on ne va pas nommer tous ses accomplissements, mais on sait notamment qu'il a aussi fondé la fameuse université de Pennsylvanie.
Il faut savoir que très tôt, ils voulaient mettre en œuvre une unité coloniale qui va devenir en fait les fameux États-Unis. Il va être le premier ambassadeur américain, donc le premier ambassadeur des États-Unis en France. Et il faut savoir qu'il va être associé donc à deux villes, pas seulement Philadelphie, mais tout d'abord Boston, parce que c'est là-bas qu'il est né. Et Boston, on va en reparler, puisque de certains événements à Boston vont dériver ce qu'on va avoir au final avec les dernières réunions pré-ratification de l'indépendance par les pères fondateurs. Bah, donne un peu de contexte puisque t'as commencé. Ne t'inquiète pas, on y arrive tout de suite. Il faut savoir que deux événements déclencheurs vont arriver à Boston. Alors, le massacre de Boston en 1770, les militaires britanniques qui occupaient la ville de Boston et les colons de Boston qui se sentaient pas à l'aise, on va dire, vis-à-vis de la politique britannique, la politique du royaume. Bon, pour résumer, on va dire que une sorte d'émeute va arriver et va directement amener le fait de ce qu'on appelle un manslaughter. Ça, encore une fois, désolé, je mélange le français et l'anglais, mais en gros le fait qu'il y ait eu un massacre par des capitaines britanniques vis-à-vis de tout simplement citoyens de Boston. Donc ça, c'est un des éléments déclencheurs. Puisqu'il faut savoir que notamment les colonies reconnaissent de moins en moins le Parlement, et donc ça va amener aussi le deuxième élément déclencheur que la fameuse Boston Tea Party. Cet événement, en fait, cette sorte de réunion un peu en protestation vis-à-vis du Parlement, donc côté britannique, qui voulait en fait taxer simplement les colons vis-à-vis de la compagnie britannique des Indes de l'Est, qui était donc en fait les fournisseurs en thé notamment, pour les États-Unis. Il faut savoir que cette compagnie était à la dérive en termes d'économie, et donc il fallait trouver des moyens de lever des fonds, et donc tout simplement le Parlement avait décidé d'exercer son autorité qu'il considérait juste vis-à-vis des colons, en voulant amener de nouvelles taxes pour pouvoir aider en fait à rentabiliser un peu ce commerce du thé, et notamment le fait de l'affréter aux futurs États-Unis. Donc ces deux événements parmi tant d'autres vont amener aussi à ce qu'on appelle en fait ces fameuses réunions pré-indépendance, avec tout d'abord le First Continental Congress de 1774, donc le premier congrès continental, et il va y avoir ensuite le fameux second congrès continental, et c'est durant ce fameux second congrès continental que les pères fondateurs vont donc signer la fameuse déclaration d'indépendance. Un symbole va d'ailleurs faire son apparition, un symbole qui est très connu à Philadelphie, qui est notamment sur le logo des Phillies de Philadelphie. Je parle bien sûr de la fameuse Liberty Bell, donc la cloche de la liberté. Ce symbole tout simplement lié à l'indépendance américaine. On dit que cette cloche a donc sonné le fameux 4 juillet 1776, d'après les dires et les légendes, on va dire. Mais cette cloche va être beaucoup plus que ça, va être un symbole de tout ce qui est lié au terme d'indépendance et au terme aussi plus tard d'abolition. L'abolition de l'esclavage notamment. Et si tu voulais bien faire ton boulot, tu nous aurais dit que cette fameuse cloche a plutôt sonné a priori aux alentours du 8 juillet plutôt que le 4 juillet, mais bon, tu aimes bien rester un peu, comme on dit, cloudy. Ouais, toujours des critiques avec toi, mais si tu veux, la prochaine fois je te laisse faire l'épisode, ça sera plus simple. Tiens, d'ailleurs, puisque tu fais le malin, est-ce que tu peux me citer les pères fondateurs, ou m'expliquer un peu qui sont les pères fondateurs, tout simplement? Trop facile. On le sait très bien, il y a George Washington, Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, et puis Alexander Hamilton. Ouais, c'est bien, mais il n'y a pas que. Tu sais, on considère les pères fondateurs dans un large groupe, en fait, puisqu'il s'agit des personnes que tu viens de citer, mais également des gens qui ont signé la déclaration d'indépendance, et donc les documents en fait liés à la déclaration d'indépendance et à la constitution US, tout simplement. Et il y en a même qui vont inclure aussi les gens qui ont travaillé sur la convention constitutionnelle de 1787. Donc tu vois, facile de faire du name dropping, mais il faut en savoir un peu plus sur les pères fondateurs. Et tiens, même si on était dans une société fondamentalement patriarcale, et donc on parle de pères fondateurs, faut pas oublier que des femmes aussi ont travaillé et font partie de ce qu'on appelle les founding mothers. On peut penser à Abigail Adams par exemple, ou à Dolly Madison, pour ne citer qu'elle. Donc voilà,
Dire que les pères fondateurs sont simplement les George Washington ou Benjamin Franklin par exemple, c'est trop facile. Faut vraiment inclure le groupe de personnes, ou en tout cas le groupe des personnalités qui s'incluaient dans un groupe de personnes encore plus large, qui ont travaillé pour l'établissement de cette unité entre les 13 colonies qui sont devenues en fait les États-Unis d'Amérique, et qui ont d'ailleurs pas été reconnus par l'Empire britannique directement. Il faut savoir qu'il y a eu des guerres ensuite, on se rappelle, j'en ai parlé dans certaines vidéos, notamment 1812 par exemple. Donc voilà, pour le contexte, Philadelphie est une place plus qu'importante puisqu'on va voir en fait simplement l'établissement des États-Unis d'Amérique. Alors que les Boston existent depuis un temps, alors que New York aussi est établi, on sait que Philadelphie va être la ville la plus grande en fait, au moins jusqu'à 1790. Puis New York va en fait dépasser en termes de taille Philadelphie. Philadelphie va être la première capitale aussi des États-Unis, il faut s'en rappeler quand même. Et d'ailleurs pour l'anecdote, il faut savoir que si Washington DC est la capitale, et donc a été la capitale dès 1800, il faut savoir qu'à l'époque en fait donc de ces guerres d'indépendance et de cette révolution américaine, Washington n'existait pas. Washington a été construite et a été tout simplement préparée à devenir la capitale pour 1800, alors qu'elle a été construite à la fin du XVIIIe siècle. Donc à partir de 1800 et donc lors du 19e siècle, Philadelphie est une grande ville, c'est une ville industrielle, c'est une ville vraiment majeure au niveau national, et notamment grâce à son rail, son chemin de fer notamment, ce qui va amener aussi des mouvements de migration, notamment venant d'Europe tout d'abord. Quand je dis Europe, je pense d'abord à l'Europe du Nord et Europe de l'Ouest. On va parler de l'Allemagne notamment, on va parler de l'Irlande, puis ensuite il va y avoir l'Italie, donc plus au sud, et les pays du sud de l'Europe en général. Il faut savoir également que suite à la guerre civile de 1865, Philadelphie va devenir la destination principale des Africains américains, dans ce que l'on appelle la Grande Migration. Et donc sans rentrer dans les détails des flux migratoires, les portoricains vont arriver ensuite, etc., etc. Et tout ça va amener encore plus, notamment non seulement de la diversité, mais va amener encore plus le fait que cette ville va devenir une très grande ville, une des premières grandes métropoles, entre guillemets. Et donc Philadelphie va tout simplement se construire et continuer à grandir, notamment vis-à-vis aussi de l'éducation et de la recherche. Et donc aujourd'hui, Philadelphie, c'est quoi ? C'est une des plus grandes villes américaines. C'est une ville qui a non seulement une histoire, qui a aussi un présent et qui a un futur, parce qu'elle continue à travailler en ce sens. C'est forcément des grandes villes fondatrices des États-Unis, qui fait partie donc de ce fameux nord-nord-est, nord du côté de la côte atlantique, et qui a été un carrefour notamment vis-à-vis de son chemin de fer. Et donc, voilou, on y est pour un résumé, un condensé de l'histoire, mais je trouvais qu'il était important de rester focus sur vraiment les origines de Philadelphie, parce que c'est tout simplement l'une des villes, si ce n'est la ville la plus importante quand on parle de la création des États-Unis. Waouh, alors d'habitude tu nous assommes, mais alors là, ça rempliche fort. Moi, je peux muter définitivement cette personne. Donc comme d'habitude, et vous me connaissez, c'était une sorte de condensé, on s'est focalisé vraiment sur la première partie de la fondation, donc de Philadelphie, et donc aussi de la fondation des États-Unis. Philadelphie englobe bien plus que ce que j'ai dit, bien entendu, et si jamais pour de futures vidéos vous avez envie de rentrer dans plus de détails comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter, ou me le faire savoir bien entendu en commentaire. Comme d'habitude, et vous me connaissez, après une partie, on va dire, histoire globale, j'aime bien rentrer dans une histoire soit d'un sportif, soit d'une équipe sportive, d'une équipe qui a marqué en fait Philadelphie. Et là, on va un peu déroger à la règle puisqu'on va aller encore plus loin. On va faire en fait des portraits croisés, notamment entre des équipes qui représentent vraiment Philly en termes soit de performances individuelles, soit de performances collectives, soit simplement de ce qu'elles ont apporté, de ce qu'elles inspirent quand on parle de Philadelphie. Donc il va s'agir de sportifs et quelque part de figures en général qui représentent tellement bien Philly. Vous êtes toujours là ? On y va ? Bon allez, c'est parti. Mon premier à ma gauche est une équipe qui aura bien représenté les Phillies de Philadelphie à une certaine époque.
Une équipe composée de jeunes talents et une équipe qui malheureusement aura aussi amené de la controverse. Je parle bien sûr des WizKids, les fameux WizKids des Phillies de Philadelphie. Mon second à ma droite est une figure emblématique de Philadelphie. Philadelphie qui est connue notamment par la pop culture vis-à-vis de la boxe, par rapport à certains personnages. Et bien lui, c'est un boxeur, un vrai, et c'est le premier à avoir battu Mohamed Ali. Je vous présente bien sûr Smoking Joe, alias Joe Frazier. Pour pouvoir parler des fameux WizKids des Phillies de Philadelphie, il faut rappeler en fait que les Phillies n'étaient pas une grande équipe en tant que telle. Il faut savoir que sur 15 des 17 années précédentes, la fameuse année 1950, ils avaient eu notamment 16 losing seasons, ça veut dire 16 saisons avec un bilan négatif de suite, il faut le savoir. Il faut savoir également que la dernière fois que les Phillies avaient été au World Series, donc avant cette fameuse année 1950, c'était en 1915. Ils avaient été défaits notamment par les Red Sox en 5 manches. Donc 5 matchs bien sûr. De son côté natif de Caroline du Sud, Joe Frazier a pu très tôt, via la télé noir et blanc que son père avait acheté, voir des matchs de boxe ou des boxeurs tels que Sugar Ray Robinson ou encore Rocky Marciano pour ne citer que. Et il est toujours bon d'ajouter pour la legacy et pour le côté un peu mythique en fait du personnage, qu'un jour, son oncle, l'ayant vu quand il était garçon, le trouvait construit de manière assez, comment on peut dire ça, il était assez carré, assez costaud, et son oncle avait donc comparé au fameux Joe Louis, un autre boxeur des années 30-40, qui avait marqué son temps. Eh bien, les WizKids, d'où viennent-ils? Qui sont-ils? Il faut le savoir, en fait, tout simplement le propriétaire des Phillies d'alors, Monsieur Carpenter, avait en fait à sa disposition une équipe. Il l'a construit en fait du fait qu'il ait signé des bonus à des jeunes joueurs à fort talent. Pour ça, je vous donne un petit contexte. Avant une certaine époque, donc avant la fin des années 40, on va dire, les plus grandes équipes, les équipes qui avaient le plus d'argent en tout cas, pouvaient donc proposer tout simplement des bonus assez exceptionnels à des jeunes joueurs en passe de devenir des joueurs MLB et pouvaient ensuite les mettre dans leur farm system. Ce qui amenait une certaine concurrence déloyale, puisque ce n'était pas un système de draft. Et du coup, la MLB a décidé de créer une rule, la fameuse bonus rule, qui disait que pour tout bonus qui excédait un certain montant, ces joueurs-là n'avaient pas la possibilité d'aller jouer dans les ligues mineures, mais devaient directement intégrer les majeurs. Et donc c'est ce qui s'est passé donc, pour la construction de cette fameuse équipe de 1950 pour les Phillies. Pour résumer bien entendu, Monsieur Carpenter Junior a donc proposé des bonus assez conséquents qui dépassaient la limite de cette bonus rule à certains joueurs à fort potentiel, et a donc créé une équipe de jeunes joueurs, de jeunes talents qui s'est battue toute la saison 1950 pour avoir le fameux pennant de la National League, c'est-à-dire pour pouvoir représenter la National League lors des World Series de la même année. De son côté, le jeune Frazier, motivé par les dires de son oncle, va commencer à se créer son propre sac en fait de frappe et donc à travailler ses enchaînements de coups sur ce sac rudimentaire. Et va devoir en fait petit à petit apprendre aussi à coexister dans un monde ségrégationné ou ségrégationniste, puisque notamment à 15 ans, suite à un incident impliquant les fermiers qu'il avait engagés et donc un jeune garçon noir, il va décider tout simplement de ne pas rester silencieux, d'aller le dire aux autres noirs qui travaillaient avec lui. L'un des fermiers blancs qui était propriétaire de cette ferme va le confronter, lui va garder la tête haute et donc continuer et suivre cette confrontation, et suite à cela il va en fait tout simplement devoir décider de quitter en fait Beaufort, là où il vivait, puisque comme sa mère le disait, s'il ne peut pas s'entendre entre guillemets avec la population blanche, il est temps pour lui de quitter cette ville, puisque tout pouvait arriver et toute chose mauvaise pouvait arriver très vite à cette époque-là, tout simplement. Bob Carpenter, donc le propriétaire des Phillies, qui avait commencé à construire une équipe compétitive à partir de 1948 avec ce système des fameux bonus payés, va donc voir vraiment les fruits arriver en 1950.
notamment avec le lead de joueurs comme le fameux Speedster Hall of Famer Richie Ashburn, hein, pour ne citer que lui. Mais voilà, toute l'équipe d'ailleurs des WizKids va être induit, en fait, va être élu au Hall of Fame des Phillies, hein, attention. Et par contre, Richie Ashburn, lui, va être élu donc au Baseball Hall of Fame notamment. On peut bien sûr également citer Robin Roberts, hein, le pitcher droitier qui a gagné 286 matchs quand même, hein, qui donc fait partie des intronisés au Hall of Fame. Et d'ailleurs, malgré des bilans positifs, notamment en 48, personne n'attendait ces fameux WizKids des Phillies à pareille fête, puisqu'il faut savoir que sur cette période fin des années 40, début des années 50, tout a été raflé par la ville de New York. Hein. Les World Series se faisaient entre New-Yorkais, on peut dire ça, hein, notamment les Dodgers, hein, du fameux Jackie Robinson face aux Yankees. Souvent c'était face aux Yankees de toute façon. Mais voilà, c'était plutôt des combats, on va dire, intra-new-yorkais, sauf pour cette année 1950 pour le coup, qui va être donc entre les Phillies et les Yankees pour ces World Series. Malheureusement pour eux, les Phillies ne vont pas faire le point face à de tels joueurs tels que Joe DiMaggio par exemple, hein, pour ne citer que lui. Mais voilà, ils vont se faire sweeper tout simplement lors de ces World Series, mais rien n'est à reprendre quand on voit cette fameuse année 1950 avec ces fameux WizKids. Après quelques péripéties que l'on revu partir à New York, revenir rapidement dans sa ville natale et ensuite donc finalement aller s'installer à Philadelphie alors qu'il n'avait que 15 ans en 1959. On va retrouver Frazier qui va commencer une carrière amateur et qui va donc être impressionnant. Il va ne perdre qu'une fois lors de toute sa carrière amateur, remportant les championnats 62, 63 et 64 notamment, du côté des poids lourds bien sûr. Il va ensuite avoir une expérience au niveau des Jeux Olympiques de 64, Jeux Olympiques qui notamment devaient voir en fait Buster Matisse, la personne qui avait battu Joe Frazier sur décision lors des combats amateurs, hein, les championnats amateurs, être le représentant américain, mais bon, étant blessé, c'est Frazier qui va le remplacer, et le destin aura donc voulu que Frazier remporte cette fameuse médaille d'or en 64, non sans mal en finale puisqu'il a joué blessé, hein, avec un pouce fracturé, mais malgré tout il a réussi à gagner sur décision face au boxeur allemand Hans Huber. Et Joe Frazier va être tout simplement comme un ouragan, hein. Il va très vite s'imposer comme l'un des meilleurs boxeurs du monde. Il va d'abord battre et gagner son premier titre mondial Jimmy Ellis, hein, c'était au Madison Square Garden. Il va ensuite battre Muhammad Ali lors du fameux combat du siècle en 1971. Il va malheureusement ensuite perdre son invincibilité face à George Foreman, l'un des autres gros noms, hein, de cette époque-là quand on parle de boxe poids lourd. Il va s'en suivre en fait deux autres combats contre Ali, mais bon, ces deux autres vont être perdus par Frazier. Malgré tout, il aura connu une grosse carrière. Il va d'ailleurs apparaître en caméo dans le movie Rocky en 1976. Rocky, comme vous connaissez bien, qui est devenu une figure emblématique de Philadelphie et une figure de la boxe, même si c'est un personnage à la base. Et donc Frazier va prendre sa retraite une première fois en cette mi-fin années 70, il va revenir sur les rings en 1981, malgré tout ça va pas bien se passer et donc il va repartir en retraite cette fois-ci pour de bon. Il faut le savoir, Joe Frazier est aussi connu pour avoir voulu en fait tenter d'autres choses, notamment de la musique. Il a aussi eu beaucoup de problèmes avec ses finances, puisqu'apparemment c'est quelqu'un au grand cœur et plutôt naïf. Il va se retrouver dans des histoires qui vont lui faire perdre pas mal de sa fortune. Mais en tout cas, Joe Frazier est un symbole de Philadelphie par les combats légendaires qu'il a remportés ou même perdus face à d'autres boxeurs légendaires. Et la corrélation est toute faite vis-à-vis donc notamment de ce fameux Rocky Balboa, personnage central et figure historique maintenant de Philadelphie, au même titre que Joe Frazier. Tout ne va pas être non plus rose pour les WizKids et notamment pour leur fin de parcours, puisqu'il faut savoir qu'à part cette prouesse de 1950, ils ne vont pas réussir à réitérer pareille performance, et il faut savoir également qu'ils vont être en pleine tourmente vis-à-vis de ce qui se passe autour de cette équipe. Il faut le savoir, on est toujours à une époque assez compliquée, assez ségrégationniste, et cette équipe qui a réussi à aller jusqu'au World Series dans une équipe complètement composée
uniquement de blancs, va très clairement s'afficher comme une équipe qui va tarder à faire ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire à pouvoir intégrer des joueurs africains-américains. Ils vont limite se battre contre ça et rester cette équipe all white, dans ce visage qui est pourtant changeant au niveau de la MLB, qui a pris un virage avec cette fameuse cassure de la barrière de couleur en 1947 via Jackie Robinson, mais pas que. Donc voilà, malheureusement c'est l'un des noirs côtés, on dira, sans mauvais jeu de mots, de cette équipe des Whiskies qui aura malgré tout marqué son époque, notamment à Philadelphie. Que ce soit ces fameux Whiskies ou alors Joe Frazier, ce sont des emblèmes quelque part de Philadelphie, pour le meilleur comme pour le pire, comme on a pu le voir juste auparavant, mais en tout cas ils ont montré la ferveur sportive et la puissance sportive que pouvaient amener les différentes équipes ou les différents athlètes à Philadelphie. Philadelphie, une ville historique de par également son histoire pop culturelle, et cette histoire pop culturelle qui s'associe très très bien avec le sport, comme vous le savez très bien maintenant, puisque je l'ai répété 25 000 fois en 2 minutes, mais bien sûr avec Rocky Balboa. Eh bien, ma foi, j'espère que ce contenu vous aura plu, j'espère que ça a été digeste malgré le fait qu'il y a eu un petit dive un peu plus deeper au niveau historique, puisque je voulais vraiment me concentrer encore une fois sur cette ville, et en tout cas sur ses fondements et cette fondation américaine. J'espère aussi que ce portrait croisé, même si il ne rentre pas dans les détails pour le coup, vous aura plu. Et n'hésitez pas bien sûr en commentaire à me dire ce que vous en pensez, ce que vous voudriez avoir un peu plus de détails sur ces athlètes, ou sur ces époques, ou sur ces équipes qui ont marqué un peu l'histoire, que ce soit bien sûr de Philadelphie pour le coup, mais je veux dire même en général, l'histoire américaine. Petites annonces rapidement avant de vous laisser. J'espère très bientôt vous sortir la 3e vidéo de ce triptyque vlog, vlog entre guillemets bien sûr, cette fois-ci sur New York, donc c'est pas n'importe quelle ville encore une fois, donc il y aura du travail en amont. La vidéo sur le Japon, peut-être avant la fin d'année, je l'espère. D'autres contenus, notamment pourquoi pas des articles, pour revenir un peu sur ce qui se fait chez les jeunes au niveau baseball. La FL, ou la ZFL maintenant, vient de se terminer avec pas mal de choses à noter. Le collège baseball a eu ses fameux matchs d'octobre, et pas mal de rapports sont sortis, et on se rapproche de plus en plus bien sûr avec 2023 de la nouvelle saison, et donc pas mal de choses et pas mal de contenus qui devraient arriver très bientôt sur le site. Et un dernier mot à vous dire avant de vous laisser. Après Gaëtan Alibert il y a quelques mois et son histoire populaire du baseball, voici qu'un autre membre de la communauté Baseball FR nous a sorti un livre, un roman que je suis en train de lire actuellement. Je donnerai mon avis un peu plus tard, mais qui en tout cas sur ce que je lis est trépidant, très intéressant. Ça s'appelle 10e manche, une histoire américaine. C'est fait par Alexandre Bertin, donc vous pouvez vous le procurer dans toutes vos librairies. Vous pouvez passer par la maison d'édition que je vais vous donner maintenant, qui s'appelle Le Souffle littéraire. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, puisqu'en tout cas moi ça me plaît. Et sur tous ces bons mots, je vous dis un petit voili voilou. On se dit à très bientôt. Ciao.